Grande édition du journal Actu 30 Télévision, merci d'être de nôtres. Voici les principaux titres. Après Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en Ituri, toujours dans le cadre de sa mission principale de l'évaluation de l'état des sièges. Plusieurs rencontres sont prévues avec les autorités et notables de cette partie du pays. Poursuite du procès Chebea, la haute cour militaire a entendu au cours de l'audience de ce mercredi le renseignant Innocent Bayo, ancien conseiller juridique du général John Numbi en cavale. Échange citoyen de l'inspection générale de finances avec les professionnels des médias. À l'occasion, l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, a mis en avant les actions de cette institution. Vous le sauverez tout à l'heure. Voilà l'essentiel des titres. Place au développement. Bienvenue à vous. Après Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu et première étape de son périple dans cette partie du pays, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et sa suite ont mis cap sur Bunia, chef-lieu de la province du Ituri, qu'ils ont foulé ce mercredi après-midi. Sur place, à la descente de l'avion à l'aéroport Mirango, le Premier ministre a été accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur Johnny Luboya Kachama et de plusieurs autres autorités aux épaules galonnées et certaines autres politico-administratives, sans oublier toutes les forces vives de cette province de l'Ituri. Après le mot de bienvenue du gouverneur militaire, le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers le stade Kinzia, dans la commune de Miaka-Sanza. Une œuvre de Sono Hydro est construite au nombre de la FIFA. Après la visite de ces sites, place à la réunion du Conseil de sécurité élargie aux membres du gouvernement concernés par l'état des sièges. Réunion présidée par Jean-Michel Sama Lukonde qui a eu autour de lui, entre autres, le vice-premier ministre de l'Intérieur, ministre d'État à la Justice, ainsi que le ministre du Budget, de la Défense et les membres de la Commission Défense-Sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Au Nord Kivu comme en Ituri, le Premier ministre Sama Lukonde est à la tête d'une grande délégation gouvernementale et parlementaire pour une mission évaluative de l'état des sièges décrétée par le chef de l'État depuis 11 mois. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avant de se rendre en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait état de l'objectif de sa mission de travail devant la presse le mardi 12 avril. Après avoir tenu une réunion de sécurité élargie et échangé avec quelques notables et partenaires humanitaires, le chef du gouvernement note des points positifs par rapport au déroulement de l'état des sièges. Donc tout cela nous a permis de dégager, bien sûr, ce qu'on peut dire comme point positif par rapport au déroulement de l'état de siège, mais aussi les difficultés, les défis et les recommandations, bien sûr, que nous devions recueillir de la part de toutes ces structures pour qu'à notre retour, vraiment un rapport exhaustif soit préparé avec, en première intention, son Excellence Monsieur le Président de la République. Face à la situation d'insécurité dans cette partie du pays, notamment la résurgence des rebelles M23, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement est vigilant face à cette situation. Nous nous sommes focalisés sur ça, parce que là, il s'agit des vies, des Congolais qui se retrouvent face à des conditions très précaires. Et nous, gouvernement, bien sûr, nous prenons notre responsabilité pour apporter cet accompagnement humanitaire. Mais nous voulons faciliter aussi l'accès à ces zones opérationnelles, à nos partenaires humanitaires qui sont avec nous, pour qu'ils puissent nous venir en appui. Et donc, bien sûr, sur ces questions de cahiers de charges qui sont mises en avant, nous répondrons par un cahier de charges de paix, parce que c'est ça que nous recherchons. Parti en zone rebelle en vue d'entamer des discussions avec les chefs des milices, Thomas Lubanga et ses 3 coéquipiers pris en otage par les miliciens Kadeko depuis le mois de février dernier ont retrouvé la liberté ce mardi 12 février 2022. Nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles
de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. La délégation de la Task Force est attendue à Kinshasa. Cette prise en otage était intervenue dans le contexte d'une campagne menée auprès des leaders de groupes armés pour les inciter à déposer les armes que les 8 membres de la Task Force ont été pris en otage. La prochaine audience publique du procès Chebeya, fixée au vendredi 15 avril à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. L'opinion a été fixée sur ces rendez-vous ce mercredi. C'était à l'occasion d'une autre audience consacrée essentiellement à la déposition du renseignant Innocent Bayo, l'ancien conseiller juridique du général John Numbi, ancien inspecteur général de la police actuellement en cavale. Au dire des avocats de la défense, la haute cour militaire aura tout le temps d'élaguer la confusion entretenue par Innocent Bayo. Oui, c'est-à-dire devant la soif qui reste non étanchée avec le témoignage de ce monsieur qui vient de témoigner aujourd'hui, disons comme renseignant aujourd'hui, qui vient de comparaître comme renseignant aujourd'hui, les parties civiles estiment que les témoignages ou les renseignements fournis à la haute cour par consul Numbi de l'ANER, par Mikombe de l'ANER, par l'ancien général, l'auditeur général Pondé, ces renseignements doivent être débattus, discutés entre les 3 renseignants pour que la religion de la haute cour soit édifiée. Vendredi, croit-on savoir, la haute cour aura l'opportunité de confronter le commissaire supérieur principal de la PNC, Innocent Bayo, au prévenu Paul Mouilamboué, voire même aux agents de l'Agence nationale de renseignement. Les membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi à l'Assemblée nationale. Conduite par son président Denis Kadima, l'équipe de la CENI a déposé auprès de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, le rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie. Rapport allant de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé, et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça. Le successeur de Corneille Nangaa a par la même occasion réitéré la volonté d'organiser de bonnes élections dans le délai constitutionnel. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Ce rapport sera examiné par les députés nationaux au cours d'une plénière dans le tout prochain jour.
Au total, 15 secrétaires généraux à la recherche de 15 institutions de l'enseignement supérieur et universitaire se sont retrouvés à l'université de Kinshasa dans le cadre d'un atelier de restitution sur leur rôle pour l'amélioration de ces sous-secteurs de l'éducation. Organisé par l'université de Kinshasa pendant 2 jours, soit du 11 au 12 avril, cet atelier a été également le cadre de partage d'expériences entre ces différents chargés de recherche au sein de l'établissement universitaire. Pendant 2 jours, nous avons eu à écouter, à échanger et à nous enrichir pour que le secrétariat général chargé de la recherche puisse être ce gouvernail, cette boussole de la recherche qui est importante, qui est au centre des activités des établissements de l'enseignement supérieur universitaire, de sorte que, d'une part, les établissements d'enseignement supérieur universitaire soient visibles, et d'autre part, que la République démocratique du Congo puisse rayonner. Il était question que l'UNIFKIN leur fasse connaître son expérience sur ce début du fonctionnement du secrétariat général à la recherche. 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses à l'université de Kinshasa. Donc nous avons donc fait le point pour montrer ce que nous avons pu mettre en place. Est-ce que nous avons pu mettre des outils pour redonner, revaloriser la recherche? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de le rendre beaucoup plus visible pour notre institution, mais au-delà de ça, pour notre pays. Et donc, il y a des choses concrètes qui ont été mises en place, d'abord dans le respect des textes, des textes qui régissent par exemple l'organisation, la soutenance d'une thèse. Il y a des choses qui sont très claires dans les textes, mais encore faut-il qu'on en soit conscient, qu'on les applique. Ces assises ont été sanctionnées par la formulation de plusieurs recommandations qui portent sur le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Le représentant du ministre de l'ESU, présent à cette activité, a manifesté la volonté de transmettre fidèlement toutes les recommandations de l'atelier à l'autorité tutelle. L'atelier qui vient d'être clôturé aujourd'hui, organisé par l'Université de Kinshasa au travers du secrétariat général en charge de la recherche, est l'expression de la volonté de son Excellence Monsieur le Ministre qui, depuis son entrée en fonction, a voulu répondre à la vision du chef de l'État reprise dans le programme du gouvernement autour de l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est une résolution des États généraux qui veulent que la recherche retrouve réellement sa place. En 2 jours, des penseurs de nos universités réunis ont sorti des résolutions, des recommandations pour la tutelle, qui devront certainement nous permettre de mieux organiser ce secteur qui est nouveau dans les institutions d'enseignement supérieur chez nous. Pour rappel, les secrétaires généraux à la recherche ont été nommés récemment par l'ordonnance présidentielle. Plusieurs jeunes de Kinshasa formés comme intervenants de proximité dans le cadre de la lutte contre les violences et principalement le phénomène Kuluna Kinshasa. Cette formation clôturée le mardi 12 avril a été organisée par l'école de criminologie et de pathologie sociale de l'université de Kinshasa à travers son projet d'accompagnement pour la sortie des violences. Objectif, doter ces acteurs de terrain de notions basiques qui devront leur permettre d'interagir avec le Kuluna pour leur faire revenir dans la vie normale. Nous avons organisé en fait une formation restreinte à des acteurs de terrain, de proximité, qui interviennent auprès des jeunes avec lesquels le Centre de criminologie et de pathologie sociale est en train de réaliser une expérience de sortie des violences. Et nous avons appelé ces intervenants sociaux de proximité pour leur donner un peu de théorie sur l'intervention criminologique, pour qu'ils puissent justement associer ces quelques connaissances théoriques basiques avec le travail qu'ils étaient en train de faire auprès de ces jeunes, afin de consolider ce travail pour leur sortie de violence. Les bénéficiaires de cette formation ainsi outillés ont rassuré d'appliquer toutes les stratégies reçues afin de conscientiser les jeunes qui baignent dans les violences. Nous sommes venus pour être formés afin d'encadrer les enfants qui font des désordres à la cité. Moi, je fais la couture, je leur apprends le métier pour qu'ils deviennent aussi autonomes et responsables. Ce
Nous sommes venus à l'école de criminologie parce que nous avons un contrat de partenariat avec elle. Nous sommes des acteurs de la cité. Nous sommes les acteurs de la cité. Nous connaissons ces réalités. Et quand nous sommes venus rencontrer l'école de criminologie, elle nous a aidés avec des stratégies d'interagir avec ces jeunes. Cette première expérience de l'école de criminologie constitue une des propositions inscrites dans l'ouvrage intitulé « Puzzle de sortie des violences urbaines à Kinshasa », coécrite par le professeur Raoul Kienge et le professeur Sarah Lewert, tous responsables de l'école de criminologie de l'UNIKIN. Cet ouvrage se révèle comme une boîte à solutions aux problèmes de violence à Kinshasa. À Kinshasa, comme dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, s'approvisionner en carburant est devenu une rude épreuve. Mais à côté, il y a aussi la flambée des prix des produits de première nécessité. Si d'aucuns lient cette situation à la crise due à la guerre russo-ukrainienne, d'autres qui ne rejettent pas cette assertion pensent que le vrai problème est latent, à savoir le fait que l'économie congolaise est extravertie, soit tournée vers l'extérieur. C'est le cas du coordonnateur de l'ONG Changement des mentalités qui milite pour la bonne gouvernance. C'est à ce stade que nous pouvons tirer des leçons, nous étant comme un pays en voie de développement, comprendre qu'il faut déjà mettre en place une politique dans l'économie. La ville de Kinshasa en train de pleurer à travers la population quinoise. Elle est en train de pleurer la hausse des prix des farines, des choses de première nécessité. C'est parce qu'on ne produit pas. Vous pensez, même la tomate doit être importée. L'oignon, donc l'homme congolais attend que tout lui soit donné. Cet acteur social exhorte les autorités congolaises à changer leur politique en privilégiant une production locale. Il faut noter que les gouvernements multiplient déjà des tractations afin de résoudre cette situation et d'amenuiser l'impact de la crise internationale sur l'économie nationale. L'inspecteur général chef de service. À l'inspection générale des finances ce mardi 12 avril 2022, des professionnels des médias ainsi que des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils prennent part à la 5e journée d'échange citoyen initiée par l'IGF dont l'objectif reste la vulgarisation des missions lui assignées. 3 exposés ont ponctué cette journée d'échange. D'abord celui du coordonnateur Herman Ieleza, ensuite celui du chef des services qui a porté sur l'état des lieux des finances publiques et enfin l'exposé de l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete. Le travail de l'IGF a permis de mieux organiser les dépenses publiques. En ce qui concerne les recettes, nous avons eu à effectuer des missions qui n'ont pas manqué d'avoir un impact significatif sur les recettes. Depuis son arrivée à la tête de l'IGF, l'équipe de Jules Alinguete a opéré quelques réformes. Nous avions changé de méthode. Et je vais revenir là-dessus. Et les contrôles concomitants ont l'avantage d'être permanents et ça peut prendre 2 ans. Lorsqu'on vous prend dans un contrôle concomitant, on peut y rester jusqu'à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Jusqu'à ce que vous intériorisez les meilleures valeurs de gestion, c'est à ce moment-là qu'on peut lever les contrôles concomitants. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. C'est au fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et
nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Au sujet des conclusions des enquêtes, Jules Alinguete précise que ce sont des travaux réalisés par des inspecteurs qualifiés et il faut y faire foi. Nous avions misé sur la réprobation sociale. Et pour moi, c'est important. La réprobation sociale, c'est aller vers le quatrième pouvoir de la société, communiquer, donner l'information sur les bandits, les détourneurs, pour qu'ils puissent crier. Parce qu'il y a une réalité. Les mauvais gestionnaires ont besoin d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avions dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous avons trouvé une mégestion grave qui sont auteurs dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parlait. Paradoxe cependant, alors que l'IGF se réclame être indépendante, elle est placée sous tutelle de la présidence de la République et mieux du président de la République. Jules Alinguete explique. Je veux que vous sachiez que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'inspection générale des finances un service de la présidence. L'inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut, afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. L'IGF n'a des compétences qu'en matière de contrôle et non de recouvrement ni de gestion des contentieux, a précisé Herman Yeleza avant de rappeler aux professionnels des médias que leur présence ne signifie en rien qu'ils deviennent des porte-parole de l'inspection générale des finances. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à très bientôt.